La psychanalyse s'est relativement peu penchée sur la question des tics, ces mouvements involontaires et répétitifs dont souffrent tout de même pas mal de personnes. Deux psychanalystes, parmi les plus connus, Sándor Ferenczi et Karl Abraham, se sont pourtant intéressés à ce symptôme en publiant tous les deux un texte en 1921. Alors à partir de leurs écrits qui abordent la question du tic sous l'angle psychanalytique, je vous propose de voir en quoi leurs avis divergent et comment les deux hommes adoptent des perspectives et des conclusions bien différentes. Ferenczi, tout d'abord, considère le tic comme un symptôme qui mérite, selon lui, d'être compris dans le cadre des troubles du narcissisme. Et il avance l'idée que les tics pourraient être des équivalents symboliques de l'onanisme, ce qui lui permet de les inscrire dans une problématique plus large de fixation libidinale. Pour lui, le tic relève d'un processus où la libido reste attachée à certaines parties du corps, ce qui explique l'importance des gestes répétitifs et l'incapacité du sujet à contrôler ses gestes. Et puis, il établit également un parallèle entre le tic et la catatonie, suggérant que les tiqueurs partagent avec les patients schizophrènes une difficulté à gérer les stimulations internes et externes. Cette hypersensibilité expliquerait les réactions défensives immédiates des tiqueurs face aux stimulations du monde extérieur. De plus, il évoque audacieusement le rôle du trauma dans l'apparition des tics, notamment en soulignant que certains mouvements compulsifs surviennent après une blessure ou un choc corporel, créant ainsi une fixation qui se maintient même après la guérison. Enfin, Ferenczi met en avant la coprolalie comme un symptôme clé du tic, en la considérant comme une forme de décharge pulsionnelle qui passe du corps au langage lorsque les mouvements sont réprimés. Cette observation le conduit à penser que les tics sont une manière archaïque de gérer l'excitation pulsionnelle et qu'ils peuvent être rapprochés d'autres comportements auto-érotiques. Karl Abraham, pour sa part, remet en question plusieurs des conclusions de Ferenczi, et en particulier son assimilation du tic à un phénomène narcissique et à une forme atténuée de catatonie. Il insiste sur le fait que les tics partagent de nombreuses caractéristiques avec les actes obsessionnels, et notamment l'incapacité du sujet à maîtriser l'excitation et le soulagement qui suit la réalisation du mouvement compulsif. L'un des points centraux de sa critique concerne la notion de régression narcissique. Alors que Ferenczi voit dans le tic un repli sur le corps qui pourrait mener à des formes psychotiques, Abraham affirme que cette régression ne va pas aussi loin et que les tics n'évoluent pas nécessairement vers la démence. Il remet également en question l'idée selon laquelle les tiqueurs n'auraient pas de relation objectale. Il soutient au contraire que les tics sont souvent porteurs d'une double relation aux objets, à la fois sadique et anale. Cette vision conduit l'auteur à considérer le tic comme un symptôme qui relève de la névrose obsessionnelle et non pas comme une forme de fixation narcissique isolée. Il note que certains tics ont des significations clairement hostiles comme les claquements de langue ou les grimaces, ce qui les rapproche des rituels obsessionnels plutôt que des manifestations auto-érotiques narcissiques comme le postule Ferenczi. De plus, il établit un lien entre la coprolalie et les aspects anaux du tic, soulignant que les expressions verbales involontaires ont souvent une connotation agressive et dévalorisante. Pour résumer donc, du côté de Ferenczi, une problématique de narcissisme et de psychose en lien avec l'onanisme, la fixation libidinale et la catatonie, une formation défensive
face à une hypersensibilité exacerbée, ce qui le rapproche des mécanismes psychotiques de protection contre l'angoisse. Et puis du côté d'Abraham, eh bien une formation plus proche de la névrose obsessionnelle et de la conversion hystérique, et une relation aux objets marquée par des pulsions hostiles ou anales. Ce qui a fait finalement passerelle entre les deux réflexions, c'est qu'elles illustrent toutes les deux la richesse de l'approche psychanalytique appliquée aux troubles moteurs et qu'elles soulignent l'importance et la dimension psychique et inconsciente dans des symptômes qui étaient souvent perçus, et qui le sont encore, comme purement neurologiques.